Inondation fluviale au nord et au centre du Bénin. Quelle explication pour en parler? Nous recevons pour vous, Madame, Monsieur, Docteur Hervé Koumassi. Professeur, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes hydroclimatologue, spécialiste des risques et catastrophes naturelles, maître de conférences des universités CAMES. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'on remarque depuis plusieurs semaines des inondations au nord et au centre du Bénin. L'on apprend qu'il pleut abondamment dans le nord du Bénin, des inondations qui ont créé même des décès, qui ont emporté des motos. On a appris qu'il y a un commissariat à Parakou qui a été inondé, les cellules inondées. Et qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qui explique la montée des eaux au niveau de certains fleuves, cher professeur? Merci beaucoup, merci pour la question. Je crois que le problème des inondations est un problème récurrent. Et ce n'est que l'une des manifestations aujourd'hui des changements climatiques. C'est vrai, et beaucoup demandent, mais pourquoi maintenant? J'ai l'habitude de dire que c'est la période idéale, parce que nous sommes dans les maxima pluviométriques actuellement dans le nord. Donc il pleut assez. Et s'il pleut assez, et qu'il y a d'autres causes qui permettent d'amplifier le phénomène, on aura les inondations. Regardez, il y a 3 causes que je peux citer. Il y a les causes anthropiques, il y a la dégradation du couvert végétal, il y a les causes géologiques. Quand je prends les causes anthropiques. Quand vous dites anthropique, c'est ce qui est dû à l'action humaine. Voyez-vous, les activités que nous menons, nous créons assez de gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre amplifient les changements climatiques. Du coup, il y a un désordre total qui s'observe au niveau du calendrier agricole des populations. On ne sait plus quand est-ce qu'il va pleuvoir. La saison commence quand les saisons sont perturbées. Et quand les saisons sont perturbées, on se dit, mais est-ce que la pluie va commencer? Est-ce qu'elle ne va pas commencer? Finalement, elle commence. Et comment? On connaît une certaine dynamique, on connaît un certain régime au niveau de la pluviométrie. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Quand vous prenez les hauteurs pluviométriques, vous constatez qu'on a le cumul annuel qu'il faut. Mais ce cumul-là est mal réparti. Sur une petite période, on a toute la quantité d'eau qui tombe sur une petite période. Ne soyez pas étonnés d'ici quelques semaines qu'il ne pleuve plus. Il peut arriver. Parce que les changements climatiques aujourd'hui sont pointus par des phénomènes extrêmes. Tantôt c'est les sécheresses, tantôt c'est les inondations. C'est ça. Maintenant, quand nous prenons le couvert végétal, c'est l'un des facteurs qui aggrave les inondations aujourd'hui. C'est quoi le couvert végétal? Le couvert végétal, c'est l'ensemble de toutes les formations végétales qui, en réalité, permet à l'eau de ruissellement de s'infiltrer. Quand il pleut, il y a une certaine quantité d'eau qui doit s'infiltrer. Il y a une certaine quantité qui s'évapore et une certaine quantité qui ruisselle. Et il y a une certaine quantité qui est recueillie par les feuillages, n'est-ce pas? Oui, mais cette quantité, elle est minime. Elle est minime. Elle est minime. Mais le couvert végétal permet à l'eau de ruissellement de ne pas trop ruisseler pour qu'une quantité puisse... Ça freine en fait. Ça freine l'infiltration, parce que le ruissellement. L'eau de ruissellement va créer la dégradation du sol. Justement. Et quand on y arrive, sur les 15 dernières années, on a constaté que notre couvert végétal a régressé de 21% dans le centre et le nord du pays. Ça fait environ 1,5 milliard d'hectares. Ça veut dire que l'érosion sera amplifiée. La conséquence, c'est qu'on a environ près de 2,5 millions de tonnes par an de sol qui s'en va. Ou vers les rivières. C'est vrai. Vers les cours d'eau, vers les rivières. Et quand c'est comme ça, les rivières sont comblées. D'accord. Quand les rivières sont comblées, il n'y a rien à faire. L'eau qui vient s'étale rapidement et envahit. Puisque le lit mineur, qui est l'endroit où l'eau reste la plupart du temps, ce lit mineur-là est comblé. Quand c'est comblé, le lit moyen, le lit majeur reçoit rapidement l'eau et ça déborde. Donc, en fait, vous êtes en train de nous dire que le comblement des lits, de nos fleuves et autres, fait que l'eau qui vient, la quantité d'eau qui quitte le nord et qui doit traverser le fleuve ne peut plus rester dans son lit et déborde. Il y a ce paramètre-là. L'autre paramètre, c'est qu'il y a que
puisqu'il y a une dégradation des terres, qu'est-ce qui se passe? Les populations sont obligées d'aller s'installer dans le lit des cours d'eau, dans les zones où les limons se déposent pour avoir une terre fertile. Et quand ils s'installent comme ça, l'eau, en venant ne trouve plus d'espace, commence par déborder. D'où les populations. Ça détruit les plantations. Détruit les plantations. Les plantations habitations aujourd'hui, sont envahies, puisque les populations sont installées, dans la trajectoire, dans l'exutoire du cours d'eau. Il n'y a rien à faire. Ils sont envahis. Voyez-vous. L'autre élément, puisque nous parlons du centre et du nord du pays, quand vous regardez un peu le sol, à partir de Djidja, et à partir de Dan, jusqu'au nord, c'est le socle, c'est le cristallin. Le sol est beaucoup plus granito-yésique. Donc, ne permet pas une infiltration facile. Donc, le sol est peu perméable. Donc, une petite quantité d'eau qui tombe, le niveau de saturation est rapidement atteint et puis l'eau commence par couler. C'est ça. Ceci combiné à la dégradation des terres entraîne un taux de ruissellement très élevé. Et quand on parle du taux de ruissellement très élevé, c'est l'érosion. L'érosion passe par là. Non seulement nous n'avons plus de terres arables, ou bien les terres arables sont pauvres, mais les cours d'eau sont comblés. Le sol est nu. Vous voulez qu'on ait quoi? Ça fait quand même plusieurs années que l'inondation, on a connu l'ampleur de cette année. On sait que 2010, ça n'a pas été du tout facile. Est-ce que ce phénomène qui se passe ne risque pas d'atteindre ce qu'on a vécu en 2010? C'est possible, si rien n'est fait. Qu'est-ce qui doit se faire, professeur? Ce qui doit se faire aujourd'hui, c'est qu'on avertisse le plus tôt possible les populations du Sud. Les populations du Sud sont averties. Les mécanismes existent. On a des systèmes d'alerte qui permettent d'avertir le plus tôt possible les populations. Excusez-moi, le système d'alerte n'a pas marché pour pouvoir avertir les populations du centre et du nord qui auraient débordement des fleuves et autres? Le système n'est pas encore opérationnel sur tout le territoire. Nous sommes à la phase d'expérimentation. Mais au sud, c'est beaucoup plus pointu à cause des dégâts. Les inondations au nord n'ont pas une période assez longue telle que nous observons au sud. Parce qu'au sud, lorsque vous dépassez déjà 100 ans d'eau, vous êtes déjà sur le sédimentaire. Et sur le sédimentaire, la pente est très faible. Donc l'eau s'étale rapidement. Et c'est cette eau-là qui est prise en charge par la rivière Sceaux et qui vient progressivement envahir le sud. Je parle bien entendu lorsqu'on est dans le bassin de l'Ouémé. C'est ça. Donc il y a une partie qui descend, qui vient nous envahir vers à Cotonou et environ, et l'autre partie va vers le Nigeria à partir de la lagune de Porte-Novo. Donc, la vallée de l'Ouémé, où la pente est relativement faible, est rapidement envahie. Par conséquent, on a dit, puisque le phénomène est beaucoup plus important là, les expérimentations ont commencé par là. Et aujourd'hui, on est en mesure d'informer. On informe ici, mais aussi quand vous allez vers le Malanville. Vers Malanville aussi, le système est là. Mais nous sommes à la phase, on travaille beaucoup plus dessus de plus en plus. Et là, c'est l'occasion de remercier un peu plus tout ce que l'État fait aujourd'hui pour nous permettre de mettre en place un système d'arrêt précoce qui soit vraiment opérationnel. On va y arriver, on y travaille dessus. Alors, docteur, vous parliez, quand on vous suit, vous parlez du sud du Bénin, et du nord Bénin et du centre Bénin. Alors, quelles sont les conséquences qu'on peut craindre, en tout cas pour le sud Bénin? Les conséquences seront beaucoup plus dévastatrices au sud. Parce que, tel que je vous l'expliquais tout à l'heure, quand vous regardez, la plupart des gens qui sont dans la vallée de l'Ouémé, les activités sont inscrites dans cette vallée-là. Et c'est beaucoup plus l'agriculture fluviale. Donc les activités sont indépendantes de la vallée. Si la vallée a inondé, il n'y a rien à faire. Et quand on parle de l'inondation de la vallée, ce n'est pas quelque chose qu'il faut dire, bon, ça vient, non. Du jour au lendemain, vous pouvez la voir. Moi, en 2019, j'étais allé faire un travail là-bas. Et puis, le premier jour, j'ai visité les champs, c'était très beau. Le lendemain matin, tout est parti. Tout était sous l'eau. Donc les populations allaient débattre, étaient obligées d'aller arracher les pieds de tomates, les pieds de piment pour pouvoir sauver le peu qu'ils ont. Donc, vers le sud,
les conséquences seront plus énormes. Alors, mais dans ces conditions, que faire finalement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup plus, j'ai dit, sensibiliser, informer les populations pour qu'elles puissent rapidement sauver ce qu'il faut sauver. On peut être, moi je suis optimiste, ça peut ne pas arriver vers le sud. Ça dépend des dispositions que nous prenons. Ça peut ne pas arriver. Mais beaucoup plus dans les centres urbains, qu'est-ce qui se passe? Dans les centres urbains, c'est le mauvais dimensionnement de nos ouvrages de collecte des eaux de drainage. C'est ça qui crée beaucoup plus le problème. Quand on dit, et vous allez dans une localité où vous n'avez même pas 20 km du système de collecte des eaux fluviales, 20 km, nous n'en avons pas. Alors, dans ces conditions-là, vous voulez avoir quoi? Il n'y a rien à faire quand l'eau envahit. Et plus, à cela, il faut ajouter maintenant l'urbanisation incontrôlée, anarchique et incontrôlée. Les gens s'installent partout. Alors qu'il y a des zones, les travaux ont été effectués, les études ont été faites. Et on a délimité dans plusieurs communes des zones rouges. Mais les gens occupent seulement ces zones-là. Ils disent, on a acheté, on doit occuper. Donc on peut retenir alors que FIFA dit, Aboubakar Lavi, Soava, je dirais, Semekpodi, en tout cas la limite, tout cela doit pouvoir craindre, bien évidemment. Naturellement, ça là, il n'y a rien à faire. Ces zones-là, habituellement, c'est des zones qui sont déjà inondées. Oui. Ces zones qui sont déjà inondées. Il faut dégager les zones d'accumulation des eaux, les bas-fonds et autres, il faut les dégager. Puisque c'est des zones qui sont censées recueillir l'eau. Quand vous regardez Cotonou, c'est une suite de terres exondées et de vasières. Donc, dans ces vasières-là, c'est censé être les zones d'accumulation de l'eau. Et nous, en principe, on devait s'installer sur des cordons, c'est-à-dire les terres exondées. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Tout est occupé aujourd'hui. Il n'y a plus de limite. S'il n'y a plus de limite, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une inondation. Alors, cher professeur, dites-nous, on sait que les fleuves qui sont concernés, c'est peut-être, c'est pas peut-être, il y a l'Ouémé, il y a l'Oupara, et je ne sais pas si je me trompe, hein, il y a l'Ouémé et l'Oupara. Dites-nous, professeur, pour le fleuve Ouémé, on sait que le fleuve Ouémé traverse tout le Bénin, du nord au sud. Et si aujourd'hui on sait qu'il y a des endroits au centre qui sont inondés et suffisamment, quelles sont les lagunes qui seront concernées du côté du sud? Très bien. Oui, je voudrais apporter une petite nuance. En termes de fleuves et de rivières, quand vous prenez le Bénin, nous n'avons que 3 fleuves. Les fleuves, c'est ce cours d'eau-là qui collectent les eaux et les déversent dans l'océan Atlantique. D'accord. Vous avez le Mono, le Koufo et l'Ouémé. Ce sont les 3 fleuves que nous avons. Tout le reste, c'est des rivières. Donc, quand vous prenez le Bénin, par exemple, on a une ligne de partage des eaux entre Ina jusqu'au niveau du Bassila. Il y a une ligne de partage des eaux. Et l'Ouémé prend sa source dans cette zone, vient vers le sud. Mais en venant, il y a l'Opara, qui est un affluent du fleuve. Il y a le Zou, qui est un affluent de ce fleuve-là aussi, qui collecte les eaux et qui sont des contributeurs, on a dit, qui viennent se déverser dedans. Vers le nord, vous avez Sota, Mekro et Alibori, qui sont les rivières qui alimentent beaucoup plus le bassin du Niger au Bénin. Donc, de l'autre côté, vers la Takora, vous avez la Pendjari qui alimente Volta. Donc, de façon caricaturée, vous avez 4 grands bassins versants. Le bassin de Volta au Bénin, vous avez le bassin du Niger au Bénin, vous avez l'Ouémé-Yewa et vous avez le complexe Mono-Koufo. Complexe Mono-Koufo parce qu'on a vu que les deux là ont pratiquement les mêmes caractéristiques, donc on pouvait les mettre ensemble. Donc vous avez ces 4 grands bassins. Mais l'Ouémé, pour ce qui nous concerne ici, l'Ouémé, beaucoup plus, c'est le chénal de Cotonou, c'est la lagune de Cotonou et la lagune de Porto-Novo qui sont concernés. Mais si vous allez de l'autre côté, vers Grand Popo, vous aurez le lac Aémé pour le Koufo et maintenant la lagune du Grand Popo pour le Mono. C'est ça. Oui. Et de façon terre à terre, est-ce que ce qui se passe avec les inondations dans le nord et dans le centre aujourd'hui,
vous avez un retour sur déjà les répercussions dans le mono et nos lagunes à Cotonou. Est-ce que le niveau de l'eau a monté dans ces lagunes-là, puisque normalement vous devez avoir des échelles millimétriques pour pouvoir mesurer le niveau de l'eau? Le niveau, on surveille le niveau au fur et à mesure. Il y a une oscillation au niveau de l'évolution des hauteurs au niveau de ces lacs-là. Mais le problème au niveau du mono est autre. Parce qu'on a le barrage du Nagbeto. Si nous sommes en période de haute eau au niveau du barrage, qu'est-ce qu'eux ils font pour sécuriser le barrage? Ils ouvrent les vannes. Et quand ils ouvrent les vannes, systématiquement, c'est moins de 24 heures. Vous avez le niveau de la lagune ici qui augmente rapidement. Donc vous aurez Sazoué, Grand Popo. Et ça se ressent à Tiémé surtout? À Tiémé, Grand Popo, Sazoué, une partie de Komé, tout ça là est inondé. Donc ce n'est pas systématiquement lié à l'évolution hydrologique de ce bassin-là. C'est beaucoup plus lié non seulement à l'évolution hydrologique du bassin, mais aussi au comportement du barrage. De l'ouverture des vannes. Quand on ouvre les vannes, vous allez voir, à Cotonou, on n'a pas l'inondation. Et on dit, comme Grand Popo et autres sont inondés. Oui, je connais le phénomène. Donc ce phénomène-là, c'est beaucoup plus lié à l'ouverture des vannes au niveau du barrage. D'accord. Donc, alors que ici, vers le sud, vers Cotonou et environ, c'est beaucoup plus lié à la descente des eaux du nord. Mais cette descente-là est faite simultanément avec la petite saison au sud d'ici. Donc les deux combinés, cela accentue l'inondation. Vous savez que Cotonou est en dessous du niveau zéro de la mer. Tout à fait. Donc la pente étant pratiquement nulle, l'eau s'étale rapidement. C'est ça. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des études qui sont faites par rapport aux saisons? Est-ce que le climat respecte, est-ce que les saisons sont toujours respectées, sont toujours ce qu'on connaissait, il y a ce qu'on a étudié sur les bancs avec les changements climatiques? Bien évidemment, on nous parlait de... En tant que spécialiste, n'avez-vous pas fait des études pour réactualiser les choses? Justement, on nous parlait d'une grande saison pluvieuse et une petite saison pluvieuse au nord, au Bénin méridional, au sud Bénin. Une grande saison pluvieuse, une petite saison pluvieuse. Nous avons 4 saisons. Oui, on a 4 saisons. 4 saisons, une grande saison pluvieuse, une petite saison sèche, une grande saison sèche, une petite saison sèche. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. Seulement que nous ne maîtrisons plus le démarrage des saisons, de la grande saison pluviale. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on se dit, non, en temps normal, déjà en avril, quand vous faites des enquêtes, les parents disent au plus tard 15 avril, les pluies commencent. Oui. Mais aujourd'hui, vous attendez fin avril, c'est vers mai que cela commence. Il y a 3 ans, je crois que l'université était complètement inondée. Nous, on a une station à l'université. Fin juin, on est allé voir un peu quel est le cumul que nous avons. Ce cumul-là représentait déjà 2 tiers plutôt de la quantité d'eau sur la saison. Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un raccourcissement de la grande saison pluvieuse. La quantité d'eau il pleut plus abondamment, on peut dire ça? Il pleut plus abondamment, mais sur un peu de temps. Voyez-vous? Donc, au début de la saison, vous avez des poches de sécheresse qui s'installent. Et quand la saison commence, elle commence avec de fortes pluies. Voyez-vous? Donc, sinon, toujours dans le sud, lorsque vous regardez les totaux pluviométriques, vous avez toujours une grande saison sèche, une grande saison pluvieuse, une petite saison sèche qui équivaut en réalité. Quand on dit petite saison sèche, les gens pensent qu'il ne pleut pas. Non, il pleut. C'est le mois d'août. Il pleut? Oui, c'est le mois d'août. Justement, on constate qu'avant, on constatait que la première petite saison pluvieuse commençait mi-septembre, s'étendait vers octobre. Mais cette année, on a constaté que vers la fin du mois d'août, il y a eu beaucoup de pluie, bien évidemment. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Oui, tout ça là, en réalité, c'est les manifestations des changements climatiques. Voyez-vous, en réalité, septembre déjà, on commençait déjà par avoir les indicateurs que la petite saison pluvieuse va commencer. Mais ça commence plutôt maintenant. En août déjà, ça commence par s'annoncer. Donc c'est les pluies qu'on a observées durant le mois d'août. Les pluies qu'on a observées durant le mois d'août, ce sont des pluies qui n'atteignent pas la moyenne. Donc en réalité, ce n'est pas une saison sèche où il ne pleut pas du tout. Il pleut. Je n'ai pas compris. Voyez-vous, quand on regarde un peu le régime pluviométrique, le régime pluviométrique, à partir du mois d'avril jusqu'à juillet, il pleut
normalement. Donc, c'est la grande saison des pluies. D'accord. En août, il pleut, mais peu. Peu, d'accord. Donc, cette moyenne que vous avez en août là, comparée à la grande saison sèche, à la grande saison pluvieuse et à la petite saison pluvieuse, il n'y a pas, là, on n'atteint pas la moyenne. D'accord. Donc, c'est pourquoi on dit que c'est une petite saison sèche. D'accord. Voyez-vous, ça existe toujours. Mais à partir de Dan, jusqu'à Savet, c'est un autre phénomène. Là, nous, on dit que c'est le climat de transition entre le subéquatorial au sud et le soudanien au nord. Parce qu'on a constaté que dans ces zones-là, tantôt, vous avez 2 saisons sèches, 2 saisons pluvieuses, tantôt vous avez une saison sèche, une saison pluvieuse. Lorsqu'on quitte le sud vers le nord. Donc, on voit que c'est une zone de transition. Où on voit que les changements climatiques font que cette zone-là, peut-être, dans les années à venir, c'est des comment on appelle, des projections. Des années à venir, cette zone pourrait être affectée par un climat du type soudanais, c'est-à-dire une saison sèche, une saison pluvieuse. D'accord. Mais jusque-là, vous avez tantôt vers le sud 2 saisons sèches, 2 saisons pluvieuses. Et parfois une saison sèche, une saison pluvieuse. C'est tout un... Mais c'est pourquoi on dit que c'est une zone de transition entre le subéquatorial au sud et le soudanien au nord. Oui. D'accord. Alors, une dernière question avant qu'on ouvre la ligne. Je suis quand même toujours intéressé par l'alerte, les alertes, surtout en ce qui concerne les populations. Je pense quand même qu'il y a quelques années, le PNUD avait donc initié une étude d'alerte aux crues dans le nord, surtout concernant, je vais dire, dans tout le pays, dans le nord. Et on a la protection civile, une structure, la NPC, qui aujourd'hui devrait s'approprier les mécanismes proposés par les experts. Il me semble que la machine n'est pas bien moulée. Oui, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, je vous disais au début, que plusieurs études ont été faites. Puis GEMU, la NPC a fait des études, PNUD a fait des études, l'État a fait des études. Il y a plusieurs rapports qui existent. Mais c'est la mise en œuvre. On a commencé, on a vu que l'État s'intéresse de plus en plus au phénomène. Mais c'est des milliards. C'est des milliards. C'est des vies. Oui, c'est des milliards. On a commencé. Aujourd'hui, par exemple, vous avez les alertes. Et la Direction générale de l'eau, avec la NPC, oui. Ils ont mis en place un système d'alerte. Tous les jours que Dieu fait, vous avez un bulletin. D'accord. Vous avez un bulletin. Mais ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est quoi? Le bulletin existe, mais en français. Combien de nos populations sont alphabétisées pour pouvoir lire et comprendre correctement ces bulletins-là? Oui, les radios communautaires devraient prendre le relais. Tout cela a été prévu dans le rapport du PNUD. Du PNUD, on a prévu tout ça. Mais c'est crescendo qu'on va, de façon progressive. Aujourd'hui, les systèmes existent. Parfois même, on a même jusqu'à aller proposer que même sur le téléphone des gens, des populations, s'il y a une inondation imminente, que le système puisse envoyer des messages. D'accord. Pour qu'on avertisse les concernés. D'accord. Oui. Mais une chose, regardez dans la vallée de l'Ouémé, vous pouvez informer les populations n'importe comment. D'autres disent, nous on préfère rester. Ils ne quittent pas le... On préfère rester, on veut rester là parce que toute notre vie c'est là. Toutes nos activités dépendent du milieu. Si on quitte, on va aller où? Donc ils préfèrent être inondés vivre dans l'eau jusqu'à ce que l'eau ne reparte et tout. Voyez-vous. Mais il y a un travail qui se fait aujourd'hui. C'est un travail qui se fait et on travaille dessus. Ça doit pouvoir aller. Professeur, à partir de ce moment, on va demander aux téléspectateurs qui nous suivent dans tout le pays, hein, ils nous suivent à l'intérieur du Bénin comme à l'extérieur. Vous pouvez nous appeler à partir de ce moment au 96 116 68 68. Marcel va afficher dans un court instant le numéro et vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez aussi nous informer sur ce que vous vivez dans vos régions. Si vous êtes à Parakou, à Datitengu, vers le fleuve Niger, à Banikwara, n'importe où, vous pouvez nous appeler
à Savert tout près. Vous pouvez nous appeler pour nous dire ce que les populations vivent autour de vous. Si vous avez des questions à poser, nous avons un spécialiste sur le plateau pour pouvoir répondre à vos questions. Voilà. Pour ça, vous étiez en train de dire les zones qui sont inondées. Oui. C'est où ça? Vous avez par exemple Malanville, Parakou, Kandi, Ndali, une partie de Niki. Toutes ces zones-là sont inondées aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a un village, en allant vers Malanville, je suis en train d'oublier le nom. Je vais me rappeler. Non, c'est difficile d'accès en saison pluvieuse. Oui. Proche en allant vers Malanville. Oui. Je vais me rappeler de ça. J'ai toujours dit une chose. Quand on nous montre des images pour dire tel point, c'est dit, ceci a fait ci, ceci a fait ça. Moi, je dis que c'est notre faute. On ne construit pas un pont comme ça. Non. Mais des études, les spécialistes font des études. Les spécialistes font des études, oui, mais ce n'est pas suffisant. Peut-être qu'on pourrait dire qu'ils ne redimensionnent pas les ponts dans un esprit futuriste. C'est-à-dire qu'il faut ça. Il y a une localité. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Bonjour. Bonjour, amis téléspectateurs. Merci de vous présenter. Monsieur Bonaventure, vous nous appelez d'où? Allez-y pour vos préoccupations. Je voudrais poser une question au professeur. Oui. Oui. Et par rapport à ces inondations que nous avons avec nos systèmes, et dans les milieux cultivables, quelles sont les conséquences qu'on peut avoir? Parce que ici, j'ai constaté que les cultures de soja et consorts sont par terre. Est-ce que cela voudrait dire que les paysans ont des difficultés pour avoir du sujet carré? Merci. Merci beaucoup, M. Bonaventure, de nous avoir appelé de Glasgow. Voilà la question. Elle est pertinente. Elle est vraiment pertinente. M. Bonaventure, je voudrais lui dire ceci. Quand on cultive dans les zones, dans les bassins fluviaux, et qu'il y a inondation, on perd tout. On perd tout. C'est pourquoi aujourd'hui, on dit la monoculture, ce n'est pas une bonne chose. Il faut faire une diversification culturelle. Si vous avez le soja, le manioc, le maïs et autres, lorsque l'inondation survient, peut-être l'eau de ruissellement en emportant le soja, vous avez encore le manioc qui est là. Oui. Vous voyez un peu? Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de monoculture. Non. Il faut aller vers la diversification culturelle. Il faut aller aussi vers l'agroécologie. L'agroécologie, c'est à la fois planter les arbres qui sont utiles, d'accord? Et à l'intérieur, dans l'intervalle de ces arbres-là, faire la culture. Le système racinaire de ces arbres nous permet de réguler le ruissellement. Et en même temps, vous avez par la suite les fruits qui peuvent vous apporter beaucoup. Alors, à vous entendre, est-ce qu'on peut retenir, dire, ou bien décider carrément de faire au niveau des bassins fluviaux rien que des plantes qui peuvent résister à l'inondation, notamment le manioc? Non, parce que le manioc aussi est vulnérable. Ça dépend de la durée de l'eau, de la stagnation. La durée de stagnation de l'eau. Aujourd'hui, on a des variétés. Par exemple, vous prenez le maïs, il y a le maïs de 75 jours. Donc, on dit, lorsque vous faites des variétés de cycle court, mais résistantes aux aléas, vous avez la possibilité, entre la date de semis et puisqu'on connaît désormais la date de survenance théorique des inondations, entre la date de semis et la date de survenance des inondations, vous pouvez déjà récolter avant que les inondations ne surviennent. D'accord. Voyez-vous? Il y a plusieurs variétés. Moi, j'ai été étonné un peu quand je suis allé dans certaines structures. Les gens ont par exemple près de 20 variétés de maïs. Au Bénin ici, mais qui ne sont pas vulgarisées parce que eux, leur mission s'arrête à la recherche. D'accord. C'est la recherche. Le reste, c'est l'État qui vulgarise. Et l'État ne le fait pas? Je ne veux pas dire que l'État ne le fait pas. Peut-être que l'État n'a pas connaissance. Bien entendu que c'est une structure étatique. L'État n'a pas peut-être connaissance de tout ce qu'il y a comme avancé. À l'université, on fait beaucoup. Hier, je suis avec un ami qui a dit, mais c'est quand même fou, non?
que les gens s'étonnent qu'il y a inondation dans les zones où on cite là. Il y a des études qui ont été faites depuis 2005 qui disent que c'est des zones qui sont vulnérables à l'inondation. Donc, d'une manière ou d'une autre, lorsqu'une zone est vulnérable à l'inondation, cette zone-là, en tenant compte des modes d'affectation des terres, cette zone peut présenter un risque élevé plus tard. Donc, depuis 2005, les études ont été faites. On sait que telle zone est vulnérable à l'inondation. Et que l'inondation, à tout moment, peut venir. Donc, on est quand même surpris aujourd'hui que les gens soient étonnés qu'il y ait inondation là. Les rapports existent, les études existent à l'université, plein d'études existent à l'université qui montrent que, dans tous les bassins versants du Bénin, on a déjà fait ces études-là. On est allé jusqu'à cartographier les zones à risque d'inondation pour dire que tel milieu présente un risque élevé, moyen et fort. Donc, ces études existent. Donc, il n'y a pas les mesures d'accompagnement par le gouvernement pour vulgariser ces études-là, pour prendre des dispositions, pour mettre en pratique les résultats de recherche, en fait. Je ne suis pas dans le secret de l'action gouvernementale. Je ne suis pas dans le secret de la politique. Vous êtes au Bénin. Nous sommes tous au Bénin. Si ça se faisait, on ne serait pas en train de faire le constat que nous faisons en ce moment. Non, pas du tout. Regardez, aux États-Unis, on va dire que les États-Unis n'accompagnent pas comment on appelle, la recherche. Les États-Unis accompagnent la recherche et pourtant, les inondations surviennent. Cette année, la sécheresse en Europe, c'est du jamais vu. Pas de canicule. C'est du jamais vu. En réalité, ils sont souvent surpris. Et c'est là le grand danger des changements climatiques. C'est que vous êtes là, vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Ça peut arriver à tout moment. Mais on peut prendre des précautions. Ces précautions-là peuvent être dépassées. Et d'ailleurs, même c'est quand c'est dépassé qu'on dit « Ah, on est en état de catastrophe ». On a pris des dispositions. Je suppose que vous avez mis un pont ici. Et vous êtes dit, bon, par rapport à ce pont-là, l'inondation ne peut pas arriver. Lorsque l'inondation vient et que le pont cède, vous êtes en situation de catastrophe déjà. Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure pour dire, mais quand vous prenez les ponts, pour mettre en place un pont, les études techniques sont effectuées. Mais il y a un élément fondamental. Il faut voir dans la zone, quelle est la hauteur d'eau que vous avez la plupart du temps. Ça là, nous on arrive à estimer ça pour dire, dans tel milieu, si les données existent, on peut dire que vous avez des hauteurs de pluie selon les périodes de retour. Par an là. Il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, monsieur Michel, depuis le COSA. Monsieur Anissé. Oui, Michel Anissé. Oui, monsieur Michel Anissé. Oui. Bonjour, mon grand. Bonjour. Est-ce que vous êtes inondé là-bas? Oui, bonjour, monsieur Michel Anissé. D'accord. Alors, on va venir à la inondation. D'accord. Mais il y a des raisons qui sont inondées. Comme DV? Est-ce que DV a inondé? Ouadamé a inondé aussi. Ok. C'est ça. C'est ça. Béroubé, oui. 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 Ah, d'accord. Oui, oui, Béroubé vers Malanville, oui. D'accord. Merci, je vous salue. Merci beaucoup, on vous salue aussi. Béroubé. Merci. Bonne journée, bon week-end. Béroubé, Guinée Oui. et autres sont beaucoup plus dans le bassin sédimentaire de Malanville. Donc c'est une zone vraiment, c'est comme... Banikwara, je parlais de Banikwara. Non, Banikwara. Non, c'est pas Banikwara. Dans cette zone-là, c'est beaucoup plus une zone de stagnation comme on a au niveau de la rivière Sceaux ici. D'accord. Toutes les eaux qui viennent, lorsque la rivière et le fleuve Ouémé déborde, le fleuve Niger déborde, tout autour, c'est un bassin sédimentaire, la pente est pratiquement nulle. Donc l'eau envahit rapidement toute cette zone-là. Et c'est dans cette zone-là que les gens font beaucoup plus la culture de tomates, oignons et autres. D'accord. Voyez-vous. Donc, pourquoi les gens s'installent là? L'eau, pendant la période d'inondation, l'eau qui vient avec les branches, les feuilles, tout ça là, se dépose, se décompose, ce qu'on appelle le limon. Oui. Après le départ, après la période du décrue, cette zone est propice, c'est très riche.
pour la production. On n'a pas besoin d'engrais pour D'engrais. produire. Donc, du coup, D'accord. les gens prennent d'assaut ces zones-là D'accord. et commencent par Cultiver. D'accord. Donc, c'est ça qui... Mais quand L'eau arrive. l'eau arrive, Ça les envahit. ça les aussi. envahit en même temps. Donc, c'est de bonne guerre. Seulement que les effets sont de plus en plus dévastateurs. C'est ça. Les effets donc, on peut... Quand j'en viens à DV, c'est pratiquement la même chose. Et DV, est-ce que ce n'est pas la conséquence toujours du fleuve Ouémé? Si Non, par DV exemple, non, DV, parce qu'il y a c'est des pas lagunes, Ouémé. il y a des lagunes, non? DV, c'est pas l'Ouémé, DV, c'est le mono. Le mono, Oui, d'accord. DV, c'est le mono. Oui. DV, c'est le mono. Et actuellement, c'est le même phénomène. Puisque quand vous prenez le mono, c'est pratiquement 500 km, mais sans au Bénin. D'accord, Donc, la grande partie se retrouve du côté du Togo. d'accord. Voyez-vous? C'est-à-dire que vous parlez du fleuve qui passe par Atiémé? Voilà. Atiémé, là? Oui, oui, D'accord, oui, oui, d'accord, oui. ok. Qui sert de frontière en même temps entre le Bénin et Et le Togo? Voilà. D'accord. Donc, DV et autres, c'est des zones où l'eau déborde rapidement et occupe. C'est ça même qui fait la force du milieu. Parce que à travers ce bassin fluvial-là, les gens arrivent à produire, je crois que c'est là, ils font le crin-crin, la tomate et autres. La même tomate, oui. La canne à sucre et autres. Bien évidemment. Oui. C'est parce que c'est une zone très riche. Mm. C'est pourquoi les populations se sont installées là. On a même mis des aménagements hydro-agricoles pour permettre aux populations. Il y a même des sites maraîchers dans la Oui, zone. oui, ces aménagements-là, c'est ça, les populations sont venues s'installer pour faire les cultures maraîchères. Le temps passe très vite, professeur. Il ne nous reste que 5 minutes. Oui. Si vous voulez nous appeler, vous avez encore quelques minutes pour le faire. Qu'est-ce qu'on retient de façon globale? Est-ce que c'est un phénomène vraiment cyclique? Si on sait qu'en 2010, on a vécu une inondation sans nul autre pareil et qu'en 2022, le phénomène se produit, est-ce que dans les tout prochains jours, on peut assister à plus de montée des eaux ou bien ça va régresser progressivement? Dans le sud, on pourrait avoir une montée des eaux. Il y a quelqu'un en ligne, bonjour. Oui, je voulais intervenir au niveau du sud là. Vous êtes en direct déjà, hein? Merci de vous présenter. Je voudrais saluer le professeur pour ses explications. Ma première préoccupation, on m'appelle sur le méchant de l'eau depuis quand même. D'accord. Ma première préoccupation, c'est au niveau de l'Ouémé, de fleuve l'Ouémé. Oui. Bon, à ce que nous avons appris, ça prend sa source dans la Chakora, positivement vers Tanika. Oui. Bon, quand on a suivi cette explication, ça prend sa source vers Batila ou bien dans la zone de la Librairie. Bon, et ça, c'est un peu confus à faire. Ma seconde préoccupation, c'est au niveau des saisons. Et il a dit qu'il y a 4 saisons de pluie, 4 saisons de pluie et de saison sèche. Au sud. Vers le sud, là. Oui. Bon, et dans le jour, vers sa vers, et ça fait une saison de pluie, une saison sèche, et bientôt on va rejoindre le nord comme zone chose là. Oui, c'est ce qu'il a dit. Saison sèche, saison pluvieuse qui nous balance là-bas. Oui. Bon, et pourquoi ce phénomène est arrivé comme ça brusquement, alors que nous, on est vers le sud, et la saison nous balance vers le nord. Le nord, d'accord. J'ai bien compris, M. Todoumé. Oui. Merci de nous avoir appelés. C'est fini pour vos préoccupations? Oui, pour le moment. D'accord. Professeur, il ne nous reste que 2 minutes. Oui. Il a soulevé deux préoccupations. D'accord. Il y a une confusion. L'Ouémé, Taneka, oui, c'est vrai. Mais la zone, je parlais de la ligne de démarcation entre les bassins du nord et les bassins du sud. Mais ça ne veut pas dire que c'est là que l'Ouémé prend sa source. L'Ouémé prend sa source en réalité dans les Taneka. Ça, c'est une zone qu'on appelle, ce n'est pas un point fixe. C'est toute une zone, c'est toute une bande. Comment pas? C'est une ramification? C'est une ramification. C'est ça qu'on appelle tête de bassin versant. Et la plupart du temps, vous n'allez jamais voir une inondation dans
dans cette zone-là. Non. L'eau coule de là. L'eau coule de là. On dit que les petites rivières font les grands fleuves. Oui. Les grands fleuves, Oui, c'est ça. les grands fleuves, oui. C'est par là que ça commence en réalité. Je voudrais apporter cette précision-là. La seconde préoccupation, vous avez fini avec la première, ça dit que... Oui, dans cette zone-là. Quand il parle de... Oui, la ligne là, la ligne en réalité prend jusqu'à la zone de Tanika. Oui. C'est toute une bande. Mais il parlait de... que vous avez dit plutôt que Louémé... Basila. La ligne de démarcation, c'est de Basila vers... Je ne sais pas comment... Bon, peut-être que... Il peut m'appeler, je vais lui montrer ça sur une carte. C'est une ligne. C'est comme si je fais ma main comme ceci. Il faut qu'on prévoie des cartes oui, aussi. Oui, je vais expliquer beaucoup plus. Vous allez voir que c'est toute une zone. Mais nous, on a mis la ligne de démarcation là, qui permet de voir. Quand il pleut, quand vous mettez une goutte d'eau, par exemple, ici, sous ma main, vous allez voir qu'une partie va de ce sens. Une partie, voilà. Mais un coup d'eau qui est là peut venir prendre ça sous ici. Je sais pas, vous comprenez? Oui. Donc, c'est ça expliqué au fait. La ligne de démarcation. Parce que d'autres disent que les eaux viennent du nord, les gens pensent que c'est du Manaville. Ce n'est pas vrai. D'accord. C'est ça que je voulais expliquer à travers cette bande-là. D'accord. Deuxième chose, je l'ai expliqué, j'ai dit, à Savé, une saison sèche, une saison pluvieuse, c'est ce qu'on doit avoir. Parce que c'est une zone, j'ai dit tantôt, quand vous prenez Savé et Dassa, il y a déjà une démarcation. Oui. À Dassa, vous aurez par exemple, parfois une saison sèche, une saison pluvieuse, parfois deux saisons sèches, deux saisons pluvieuses. Mais de l'autre côté, ils sont déjà beaucoup plus vers le sud soudanien. Donc, ils seront beaucoup plus astreints à une saison sèche et une saison pluvieuse. Mais cette zone pourrait, je dis que c'est des pronostics, c'est des prévisions. Cette zone-là, qu'on a peuvent basculer dans le soudanais à tout moment. Parce qu'on a constaté que les isolettes descendent, c'est-à-dire la ligne qui joint tous les points situés et recevant les mêmes quantités d'eau, cette ligne-là descend de plus en plus vers le sud. D'accord. Donc, il y a ce qu'on appelle une stérilisation du nord. Ok, laissez ça à la régie. Laissez votre contact à la régie d'antenne et puis le professeur va vous écrire. Merci. La régie d'antenne, ne le coupez pas. Prenez son contact pour le professeur, s'il vous plaît. Le contact de M. Todd Domain. Professeur, on va conclure. Il avait une autre préoccupation. Bon, après, non, je crois que c'était seulement les deux préoccupations. On va conclure de façon en 30 secondes. Oui. Quel message avez-vous à adresser au thème de ce débat? Quel message avez-vous à l'endroit des populations? À l'endroit des populations, je voudrais dire... Vous pouvez regarder dans votre caméra. Je voudrais dire aujourd'hui que les inondations, ou plus précisément les risques climatiques, sont des phénomènes qui sont de plus en plus récurrents. Tous les pronostics montrent que c'est des phénomènes qui vont s'accroître, qui vont gagner en magnitude. Ce qu'il faudra faire beaucoup plus, c'est de les sensibiliser à prendre des mesures citoyennes. Il faut que nous changions de comportement. Les modes d'affectation des terres aujourd'hui, plusieurs études ont déjà faites. Il faut aller à une agriculture intelligente. Et diversifiée. C'est à ça qu'on travaille aujourd'hui. Et si nous faisons l'agriculture diversifiée, est-ce qu'on sera encore toujours le premier en matière de coton? De toute façon, je crois que les chercheurs sont là pour nous situer. Voilà, c'est sur ces mots que nous mettons un terme à Matin Eden d'aujourd'hui, qui a reçu, en ce qui concerne l'actu décalé, Dr Hervé Koumassi, hydroclimatologue. Il est spécialiste des risques et catastrophes naturelles, maître de conférences des universités CAMES. C'était la première fois chez nous. Oui. Merci d'être venu, cher professeur. Transmettez nos salutations à tous les professeurs de l'université. Je ne manquerai pas. Voilà, merci pour beaucoup. leur dire qu'un géographe qu'ils ont formé les envoie ces salutations. Au plaisir. Merci. Je voudrais dire merci à Dr Hervé Koumassi, qui est un grand frère, qui m'a vu arriver à l'université, qui m'a beaucoup aidé. Même dans mon parcours universitaire. Vous avez arrivé, vous avez parti. Non, voilà, il m'a beaucoup aidé dans mon parcours universitaire. Ils étaient deux avec François Bessa. Vous devez votre doctorat. Donc je ne l'ai plus jamais revu. Vous n'êtes pas encore parti de l'université. Alors, à l'organisation de main de maître, c'était Marcel Yedo. Je n'oublie pas toute l'équipe. Alain aussi était à la prise de son. De l'autre côté, pour la diffusion, c'est toujours l'incontournable Martin Toïsset. Et puis, je n'oublie pas Modeste Roundek-Mondi,
Et voilà toute l'équipe. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Laurent, nous, on va se retrouver ce soir à 21h sur le forum des rédactions. Cette émission qui s'intéresse à l'actualité politique de la semaine au Bénin. Et professeur, une fois encore, merci d'être venu. On espère que ce ne sera pas la dernière fois. Non, pas du tout. Très bien. En fonction de ma disponibilité, je serai toujours là. D'accord, ça fait plaisir. Oui, bonne suite de nos programmes, mesdames, messieurs. Ce fut un plaisir. Bonne journée à toutes et à tous. Et merci de garder votre position en compagnie de DEN TV durant tout le week-end et à très vite.